Retour à une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Et avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Ruel, conseillère en stratégie d'opinion. Vous enseignez la communication à l'université Paris 13. Laure Simoès, vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Sylvain Sipel, vous êtes journaliste. Vous avez été correspondant pour le journal Le Monde aux États-Unis de 2007 à 2013. Et vous êtes l'auteur de Liberty, un livre paru en fin d'année dernière. Et puis enfin, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Alors, on évoquait à l'instant les premiers pas de Donald Trump. Avant donc son investiture, ce sera la semaine prochaine. Et donc, pendant que Donald Trump peaufine son entrée en matière et reçoit à tour de bras tout ce que le monde compte de chefs d'entreprise et de personnalités politiques, parfois classées très à droite, eh bien, l'une de ces personnalités a pris justement le chemin hier de la Trump Tower. Le chemin, mais pas l'ascenseur, puisque vous le voyez, Marine Le Pen, immortalisée sur ses photos dans le hall d'entrée de la Trump Tower avec son compagnon Louis Alliot, ainsi que Pierre Sérac, un vieux compagnon de route du Front National, époque Jean-Marie Le Pen. Il était aussi représentant de la secte Moon à l'époque. Tous trois attablés autour d'un homme d'affaires italien, George Lombardi, proche de la Ligue du Nord. On lui prête un rôle très influent auprès de Donald Trump, dont il est par ailleurs le voisin de palier. Qu'est-elle venue faire là, Marine Le Pen ? Est-ce de l'esbrouf ? Parce qu'elle ne peut pas savoir, en entrant dans la Trump Tower, qu'elle ne va pas être filmée, a priori. C'est la première à avoir fait un tweet de félicitations en France. C'est « Le monde va changer, c'est génial », etc. Bon, est-ce que ça, c'est... Après, c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'establishment américain qui a gagné, qui n'a aucun lien avec ces extrêmes droites, etc. Il y en a une partie qui a des liens avérés, parce que c'est aussi une espèce de message sur la transformation de l'Europe. Tout ça, moi, je ne sais pas comment elle fait pour elle aussi se mettre dans une situation pareille, à boire un café en bas d'un ascenseur. Enfin, je veux dire, mais elle fait un pari, je pense. Elle fait un pari. C'est-à-dire qu'elle va essayer de... C'est-à-dire le Maverick, c'est-à-dire le personnage qu'on n'attend pas et qui remporte l'élection. Bon, donc, elle va jouer cette carte. La question... Donc, elle a peut-être des connotations avec des gens comme Bannon, etc. Mais la question, c'est qu'on est à 5 mois d'élection. Et moi, franchement, où on sera Trump dans 5 mois, honnêtement, je ne sais pas si c'est un pari gagnant ou pas. Et puis quelle est l'envie même des Français d'avoir aujourd'hui l'équivalent de Donald Trump en France ? En tout cas, Marine Le Pen... Peut-être, si l'on en croit les sondages, mais Donald Trump, lui, mais je pense pas qu'elle va... Il y a quand même un anti-américanisme assez fort en France, d'autant plus fort que le président français et le président américain, est très à droite sur les Oui, mais l'argument de Le Pen consistera à dire, regardez le Brexit, voilà, personne n'avait prévu le Brexit. Personne n'avait prévu la victoire de Trump, donc c'est ça qu'elle va jouer. C'est-à-dire la surprise. Après, le problème, c'est dans 5 mois, que restera-t-il de cette surprise ? Et c'est à mon avis, c'est très complexe. Anne-Claire, on ne doutait pas de la proximité, en tout cas de la sympathie que pouvait avoir Marine Le Pen pour Donald Trump. Elle l'a déjà dit. Simplement, quel est le calcul ? On a du mal à comprendre parce qu'elle peut difficilement aller à la Trump Tower sans savoir qu'elle sera évidemment capturée par toutes les caméras, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'un des lieux les plus filmés du monde, dans l'attente de la... Mais en même temps, en sachant qu'elle risquait de se retrouver là où elle est, c'est quand même pas une photo très flatteuse non plus. Oui, à mon avis, elle a tenté ce qu'on appelle du newsjacking, c'est-à-dire qu'elle surfe sur l'actualité, elle détourne pour elle. Elle veut juste aussi montrer que voilà, elle existe, elle est dans le game, pour reprendre un terme de Trump, et quitte à ce que ce soit dans le hall, voilà, un petit peu miteux, Trump Tower, et surtout pour exister d'un point de vue international, parce que quelle existence a Marine Le Pen, même si on en parle beaucoup, pour l'instant on en parle beaucoup de manière négative. Ça tranche avec Nigel Farage qu'on voyait sortir triomphant aux côtés de Donald Trump de l'ascenseur. Bon là on est quand même devant la machine à café, quoi. Laure, un commentaire ? Alors, pas encore de dessin sur Marine Le Pen. Mais il y a matière quand même caricature. La semaine prochaine, je vous en apporterai. Mais peut-être ce dernier dessin d'Antonio, grand dessinateur portugais pour l'Expresso. Il faudra quand même démêler, si on arrive à le voir à l'antenne, démêler le grand imbroglio entre Trump et... on ne le voit pas. Si, ça y est, voilà. Il faudra quand même démêler ce grand imbroglio. Et puis, je ne sais pas comment on a Poutine d'un côté, Trump de l'autre. Et puis, voilà un peu le très compliqué, panorama. En France, en tout cas, puisqu'on parlait de Marine Le Pen à présent, on n'en est pas encore à la passation de pouvoir à l'Élysée. Il faut encore élire un successeur à François Hollande, qui, pour porter les couleurs du Parti socialiste après le forfait du président sortant à une deuxième candidature. Ils étaient 7 à s'affronter hier devant les caméras de télévision. Premier débat de la primaire socialiste. Anne-Claire Ruel, vous en avez pensé quoi ? Alors je sais que beaucoup ont dit que c'était très ennuyeux ce débat. Bon, alors c'est peut-être que personne n'avait regardé le débat de la primaire de droite parce que c'était aussi un petit peu ennuyeux, notamment le premier débat. J'ai trouvé que c'était assez intéressant sur plusieurs points.
Tout d'abord parce que ça révèle déjà des différences d'un point de vue économique. C'est ça qu'on a pu voir. D'un point de vue communication, on a vu que le revenu universel de Hamon a polarisé l'attention d'une manière phénoménale. Donc, d'une certaine façon, c'est de l'agenda setting. Vous savez, c'était Macomb et Shaw qui avaient un peu théorisé ce concept, c'est-à-dire de porter une thématique qui va être relayée après par les médias. Là, c'est chose faite pour Hamon. Oui, parce que c'est vrai que pour le reste... en tout cas, c'est mon souvenir. On a un peu l'impression de catalogue débité à la vitesse de mitraillette. On avait du mal à retenir les propositions. Ou parfois, c'était au contraire des bonnes intentions, mais sans proposition concrète. Et c'est vrai que ce qu'on retient surtout, c'est ça. On va le voir et puis on en reparle tout de suite. Philosophiquement, je pense que c'est une idée qui pose effectivement un grand problème. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, et c'est la question de la solidarité. La solidarité, nous l'avons construite pendant 2 siècles sur l'idée que ceux qui ont le plus donnent à ceux qui ont le moins. Là, on dit, tout le monde aura la même chose. Quand on a fait la sécurité sociale en 1945, que disaient ses opposants ? La même chose que ce que je peux entendre aujourd'hui à droite quand on nous dit irréalisable. Trouver Ziad Limam avec cette proposition, le moyen de marquer les esprits finalement, là où d'autres sont vraiment dans les propositions à tout va, lui c'est vrai qu'il reste sur ce point-là et on en parle beaucoup. Peut-être aussi parce que c'était le seul vrai débat de gauche pendant 1h30. Tout le reste, c'était un peu entre la sécurité, l'islam, terrorisme, etc. Là, pendant un moment, on était sur une dialectique réellement qui touche au cœur du peuple de gauche. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, etc. Voilà, peut-être que c'est ça qui a joué. Ce que j'ai trouvé aussi assez incroyable, mais ça je l'ai su un peu grâce à votre quotidien, c'est que ces gens étaient tous de la même génération, là, les 4 principaux artisans de cette primaire, c'est-à-dire Valls, Montebourg, Payon et Hamon, c'était des copains, c'était des potes, ils ont une histoire dans le parti, et les voilà 25 ans après. On participe à un même courant d'ailleurs. Voilà, le NPS. Voilà, donc les voilà 20 ans après en train de se déchirer plus ou moins élégamment au premier débat, parce qu'en général ça se durcit par la suite, parce que sinon tout le monde s'endort, il faut que les ratings restent, sinon ça va pas être possible. Et la troisième chose, c'est que j'ai trouvé que si j'étais électeur de gauche, ça manque singulièrement de souffle et d'envie et d'y croire. J'ai un ami qui était là de passage en France hier qui m'a dit mais ils ont tous des têtes de losers. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y en a pas un qui croit en son destin là. Et ils sont marqués à droite par quelqu'un qui les a débordés, Macron qui a une vraie dynamique de jeunesse, etc. Ils sont marqués à gauche par le mélenchonisme, mais eux ils sont là en train d'essayer de trouver une espèce de formule magique. C'est très inquiétant. Ils peuvent leur dire merci pour ce moment, Hamon et Macron hier, enfin Mélenchon et Macron. Je ne suis pas sûr que le moment soit venu d'enterrer le Parti socialiste. Pour l'instant, les sondages disent qu'il est à la traîne. 4e. Mais cela étant, oui, c'est long, 5 mois. 3 jours avant la primaire républicaine, qui donnait Payon avec 20 points d'avance sur tout le monde. Pillon, pardon. Ça sera peut-être Payon d'ailleurs. Il part du même socle. Hein. Il part de je voulais quand même nuancer le propos qui vient d'être dit. Il se trouve que c'est la gauche en France qui a monté, enfin c'est Hamon, disons, à gauche, qui a monté en épingle le débat sur le revenu universel. Ça n'est pas partout un débat de gauche. Aux États-Unis, par exemple, ça n'est pas libéraux. Voilà. Il y a toute une frange de ce qu'on appellerait en France des ultralibéraux. Chez les libertariens, en particulier en Californie, c'est un sujet totalement débattu pour une raison simple. C'est qu'il n'y a plus de production industrielle. Il n'y a plus que des services. Il faut quand même que les gens puissent consommer. Il faut qu'ils aient des revenus pour consommer. Et ça évite d'imposer aux entreprises un salaire minimum. Oui, l'État se substitue d'une certaine manière. Mais il y a surtout l'idée qu'il faut préserver la possibilité que les gens puissent consommer. Si on n'a qu'une société où il y a des ultra-riches et que des pauvres... Oui, sauf que ça préfigure la fin du travail. Or, on n'est pas forcément dans cette logique-là non plus. Alors après, il y a le débat, est-ce qu'on est dans la fin du travail ou pas, bien sûr. Ce que je voulais dire... Ce que je veux dire, c'est pas forcément à gauche. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas entendu beaucoup le mot chômage, on n'a pas du tout entendu le mot emploi, on n'a pas entendu le mot fiscalité, on n'a pas entendu le mot... Chez Montebourg. Un peu... Oui, et François de Rugy l'a dit à un moment, d'ailleurs, il a dit la réponse au chômage, c'est pas justement des revenus de substitution. Par moi, j'ai trouvé que c'était très... et puis surtout, ça a basculé au milieu du débat dans la rhétorique habituelle sécuritaire qui maintenant tient lieu de discours chez beaucoup de gens à gauche, y compris chez Valls. Mais voilà, je trouve que pour les électeurs, c'est dur. Ça manque un peu d'envie et de promesses. C'est le premier débat. On va voir par la suite. Mais... C'est un round d'observation. Oui, c'est un peu un personne prend de risque. D'ailleurs, on voit Montebourg qui s'est réfréné tout le long du débat. Oui, il a envie. Voilà, qui a essayé d'être un peu plus
présidentiable, on va dire, sans oser le côté théâtral. Ils sont tous un petit peu en voie de rodage. Vous qui êtes professionnel de la communication, il y a quand même une figure. Vous diriez qu'il y en a au moins un ou deux hier qui ont atteint leur objectif en termes de communication. Ce qui est intéressant, c'est la posture de Valls. Parce que Valls s'était perdu un peu quand il est arrivé en candidat. Et là, il est revenu sur son socle identitaire qui est le côté droit, responsable, autorité, sécurité. Et quand il est sur ce registre-là... Et puis j'assume le bilan en plus. Alors, j'assume le bilan. Oui et non, c'est-à-dire dire qu'on est fier d'avoir servi les Français, c'est pas tout à fait assumer le bilan. Je crois pas qu'on puisse aller jusque-là. C'était assez malin d'ailleurs, ça part en personnalisant en plus la chose. Donc voilà. Mais et puis Hamon quand même qui ressort quand même de tout ça avec son revenu universel qui effectivement n'est pas qu'un sujet de gauche à l'étranger. C'est intéressant. Laure ? Oui, ce premier dessin de CAC, dessinateur français pour l'opinion. Alors voilà, il y a 7 mercenaires sur le plateau télé, mais il y a ces mousquetaires dont on parlait qui ont effectivement fait génération. Un pour tous et chacun pour soi. Le slogan quand même, la devise a quand même un petit peu changé. On reconnaîtra chacun des candidats, dont quand même un qui s'est quand même particulièrement fait remarquer hier soir. Cet autre dessin de Kroll pour le soir, on parlait justement de Valls. C'est quand même un peu encombrant pour lui. Moi, je l'ai quand même senti quand même crispé et un peu à la peine quand même. Faites comme si je n'étais pas là, Valls dit Hollande, juché sur ses épaules, et tâchez de rassembler mon petit rassemblé. C'est facile, tiens. On sent quand même qu'il peine un peu à trouver le bon axe pour se défendre en tant que candidat et puis en même temps porter le bilan. Alors justement, on a un Damien Glé, dessinateur du Burkina Faso, qui propose une recette, se démarquer d'Hollande, comment faire ? Voilà, Valls 2017, le changement... c'est pas pour tout de suite. On remarque cette belle variation dans la continuité. Et puis voilà, il faut dire qu'il y a eu quand même de grosses bourdes. Et Camille Bess le montre dans Marianne. Valls, c'est le 49-3. Avant, il en a usé à plusieurs reprises. Puis après, c'est devenu quand même un petit peu son boulet. Il est quand même un petit peu embarrassé par ce qui s'est passé. Puis alors aussi, une vraie question qui se pose avec ce dessin de Pascal Gros pour Marianne. Le PS espère 2 millions d'électeurs. À la primaire, non, à la présidentielle. Est-ce que les gens iront voter ? Alors effectivement, c'était un premier tour de chauffe. Ça fera 5% si c'est 2 millions d'électeurs. De toute façon. C'est le score de Gaston Docteur en même temps 69. Donc, on sent que Raphaël le PS a déjà connu ça. C'est électronique, Raphaël. Mais oui, attendons le deuxième débat sur les questions européennes, et puis surtout sur l'international. Moi, j'ai un grand besoin d'entendre les candidats. Mais bon, c'est sûr que ça fait pas encore la différence. On en vient au dernier sommet sur le continent africain, du moins même là, le dernier déplacement officiel sur le continent africain de François Hollande. C'est en ce moment même le 27e sommet Afrique-France. Il se déroule aujourd'hui et demain à Bamako, au Mali, dans une ville où, vous en souvenez peut-être, François Hollande avait déclaré, c'était le 2 février 2013, qu'il venait de vivre sans doute la journée la plus importante de sa vie politique. La France venait alors de lancer l'opération Serval qui avait permis de stopper net, puis de repousser l'avancée des djihadistes dans le nord du pays. Est-ce qu'on a la possibilité de vous jouer? Eh bien, vous allez l'entendre tout de suite. Donc François Hollande, c'était donc le 2 février 2013. La France est avec vous, la France est à vos côtés, la France est fière de vous. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand hommage.
Voilà, alors ça c'était il y a bientôt 4 ans, mais on l'imagine, hein, ces images elles sont immortalisées aussi chez François Hollande. Aujourd'hui on l'imagine donc aussi assez heureux de revenir, mais il faut dire que la situation depuis, même si elle s'est largement arrangée suite à l'intervention française, il n'en reste pas moins et bien que la ville est toujours sous haute sécurité, justement à l'occasion de ce sommet par crainte d'un attentat. Ziad Limam, c'est un signe que la mission n'est pas finie, comme en témoigne d'ailleurs hein, la force Barkhane, qui est juste la pérennisation quand même hein, d'une force d'action. La mission n'est pas finie et de toute façon la guerre n'est pas finie, si on peut utiliser ce terme, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit sur tous les fronts où le djihadisme, dans toutes ses formes, s'attaque à nous. Donc ça, il n'y avait pas de raison que le Mali, que cette zone, le Sahel, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., qui par ailleurs est une zone fragile sur le plan économique, sur le plan de la force des États, etc., il n'y avait pas de raison que cette région s'en sorte mieux et plus vite que d'autres. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que faut pas oublier quand même ce moment, parce que c'est clair, il est pris par l'émotion, mais il a pris une décision qui engageait la France de manière très forte. C'est-à-dire, il fallait déplacer des soldats, ça s'est fait en très très peu de temps, de monter une opération militaire. Et je rappelle qu'à l'époque, parce que les gens ont un peu oublié, les pick-up et les Toyotes descendaient sur Bamako, et je ne sais pas dans quelle situation on serait aujourd'hui si on avait laissé les mouvements djihadistes prendre la ville de Bamako, ville de plusieurs millions d'habitants, c'est la porte ouverte vers tout le sud de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu quand même quelque chose d'important sur le plan de la décision qui engageait la France et qui l'a mise à l'avant-garde. On va retrouver ça en Afrique centrale, etc. Mais c'est une drôle de politique africaine et on en parlera sûrement au sommet. C'est-à-dire que là où il a été, j'allais dire... héroïque et courageux sur le terrain de la lutte contre le djihad, sur le reste de la relation franco-africaine, c'est quand même d'un classicisme et d'une banalité. Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'il a placé l'action militaire et sécuritaire au cœur de sa politique africaine que finalement François Hollande a dû en rabattre sur ses prétentions démocratiques? D'abord, on ne savait pas quelles étaient ses prétentions, parce qu'il avait dit lui-même « j'y connais rien ». Il est arrivé en disant « je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas de lien particulier, je veux me défaire de tous les réseaux », ce qu'il a plus ou moins fait. Et en tous les cas, nous, on le sait, parce que les ports de l'Élysée se sont fermés à un certain nombre de gens qui avaient leur habitude. D'un seul coup, ils n'avaient plus leurs habitudes. Bon, il a fallu se réorganiser. Mais bon. Mais en même temps, ils l'ont pris, enfin, lui et les socialistes, ceux qui sont au pouvoir depuis bientôt 5 ans, n'ont pris aucun risque sur la question démocratique, sur le soutien à un certain nombre de gens, sur même une redéfinition peut-être de la politique au développement, sur même la mobilisation. Alors ça s'est fait vers la fin. Il y a eu le retour de la mobilisation économique. On s'est dit, ah, merde, on a oublié, un grand sommet à Paris, des fondations qui ont été proches d'ailleurs du Parti socialiste, qui se sont mis en branle, etc., des articles, dont un dernier, il n'y a pas longtemps chez vous aussi. Il y a une espèce de... on a oublié 300 millions de consommateurs et qui sont juste là, qui parlent français, etc. Mais tout ça, c'est assez faiblard. C'est-à-dire que c'est pas... On s'attendait de cette génération-là à quelque chose de plus différent et de plus novateur. Il a réussi malgré tout son rendez-vous avec l'Afrique, ou vous êtes aussi sur une lecture assez contrastée finalement de la relation aujourd'hui entre la France et l'Afrique de l'Ouest? Mais ce que je sais, c'est quand même que les intérêts économiques, qu'est-ce qui reste, à part Bouygues et Bolloré, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'était pas inévitable du fait de la mondialisation et de la montée en puissance de la Chine? Je ne sais pas pourquoi les Italiens, les Allemands, les Chinois, les Indiens ont tous augmenté leur présence sur le continent africain, et la France a perdu plus de la moitié de sa présence, donc en l'espace de 15 ans. Alors c'est pas Hollande en particulier, ça a commencé sous ses prédécesseurs. C'est pas un phénomène, c'est pas lui qui a mis ça en œuvre, mais il a continué il a laissé faire dans le même sens, ça c'est indiscutable. Anne-Claire Ruel, sur la lisibilité aussi de cette politique, la France qui d'un côté effectivement soutient le mouvement au Burkina Faso et donc le départ forcé de Blaise Compaoré, mais qui par ailleurs doit s'accommoder quand même de la présence d'un certain nombre de dirigeants, Idriss Déby, on pense également à Denis Sassou Nguesso, au Cameroun. Enfin bon, il y a quand même une continuité malgré tout, là où on attendait peut-être une rupture. Je pense que vous l'avez très bien dit tous les deux, c'est-à-dire que c'était une politique un peu pas prudente, quoi, sur très sécuritaire pour essayer de stabiliser la situation. Mais ce qui était important pour François Hollande, notamment pour ce sommet de Bamako, c'est de boucler la boucle. Et c'est de faire aussi un symbole fort. C'est-à-dire qu'il était là, vous l'avez dit, il y a 4 ans,
avec un engagement qui était fort quand même. Et puis François Hollande est reconnu sur le plan international, d'un point de vue symbolique et purement communication. C'était quelque chose qui a son crédit. Et donc là, revenir, c'est vraiment le symbole d'une boucle. C'est aussi effectivement parler des investissements qui ont été faits économiques au tout dernier moment, certes. Ils ont eu aussi extrêmement peur parce que le sommet de la francophonie de Madagascar, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État étrangers. Donc Hollande avait à cœur justement que tout le monde soit là, que tout le monde soit réuni pour ce sommet. Il ne reviendra plus en Afrique d'ici la fin de son mandat. C'est ce qui, en tout cas, se sait. On ne sait pas encore, mais voilà. Donc c'était on espère que les événements ne l'obligent pas à revenir. En tout cas. Exactement. Il y a un point rapidement pour conclure ce débat, c'est qu'on parle aussi beaucoup de la France, mais la France, c'est aussi la tête de pont de l'Europe sur ce continent. Et je trouve, anglais mis à part, qui ont leurs propres intérêts, et comme ils seront bientôt plus européens, enfin bon. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire sortir de France et de poser sur la table européenne en disant, vous, Européens, vous considérez que ça, c'est une chasse gardée française, mais enfin, les problèmes qui vous inquiètent, immigration, la crise en Méditerranée, tout ce qui peut être trafic divers, etc. Tout ça, c'est quand même une question africaine, puisque si on laisse cette Afrique hors d'une forme de normalisation économique par la croissance, ça va venir chez nous, mais pas qu'en France. Ça va venir en Europe. Donc je pense qu'il y a une politique européenne. Je pense que l'Europe devrait soutenir la France financièrement sur les opérations de sécurité qu'elle mène au Sahel, parce qu'elle le fait quand même au nom aussi pour elle, mais pour ses voisins dans l'Union. Donc ça, c'est un vrai débat. Et là aussi, ça s'est dit dans les couloirs, dans les sommets A2, A3, mais on aurait aimé peut-être un peu de force. Parce que l'Afrique, elle est là. Elle va être là, elle est peuplée, elle est très peuplée, elle est là. Laure Simoes. On verra ce que ce sommet donnera, mais du coup, j'ai voulu regarder les dessins, justement, d'il y a 4 ans, au moment où l'opération Serval était déclenchée. Puis, j'ai constaté quand même à quel point elle était relativement bien accueillie, y compris par les dessinateurs. On a ce dessin de Chapat pour l'International Herald Tribune. Voilà. Ils ont quand même, les troupes djihadistes ont quand même à un moment donné fait demi-tour et ont reculé. Un autre dessin de Dilem, grand dessinateur algérien, Mali, les soldats français accueillis à bras ouverts. Alors certes, les bras sont cassés, mais enfin, ils étaient quand même relativement ouverts. Et puis un autre excellent dessin de Plantu. On parlait du fait que la France était assez seule et que l'Europe avait un petit peu lâché Hollande en route. Hein. On est tous avec toi, disent les Dupont. Je dirais même plus, on est tous avec toi. Mais enfin, celui qui est parti tout seul en guerre, c'était lui. Alors après, évidemment, d'autres questions se posent. On a ce dessin de Khalid Guédar, dessinateur marocain. Cette intervention, tu le disais, c'est les migrations après à gérer. Donc ça pose de réelles questions. Mais enfin, c'était rigolo de voir les dessins qui avaient été faits à l'époque. Et puis l'immigration aussi intra-africaine, hein, puisque là, je vous livre une dépêche qui vient de tomber et qui fait état, selon l'ONU, d'exode de milliers de Gambiens vers le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le Gambie, où est en train de se jouer actuellement une succession difficile, celle de Yahya Jammeh, qui ne veut pas quitter le pouvoir, et dans 6 jours, normalement, son successeur doit prendre la relève, successeur élu. Adama Barrow au début du mois dernier, mais lui, visiblement, ne l'entend toujours pas de cette oreille. Une médiation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est présente sur place actuellement pour tenter de résoudre la crise. Voilà, on passe tout de suite à l'actualité vue du net. Un œil sur les médias, c'est avec Myriam Amellal. Un œil sur les médias, toute l'actualité vue du net avec vous. Myriam, bonjour. Bonjour. On revient donc sur les sujets qu'on vient d'évoquer, et notamment les primaires à gauche qui ont provoqué beaucoup de réactions sur la toile. Alors il y a de l'analyse, il y a de la moquerie, mais il y a aussi un sujet une question en tout cas, qui a suscité l'intérêt de beaucoup d'internautes et de journaux aussi, de presse en ligne. C'est la fameuse question résumée en un mot, le quinquennat de François Hollande, qui a été posée aux candidats. Donc c'était pas évident, sachant que les 7 candidats ont participé de près ou de loin au quinquennat de François Hollande, certains même de très près. C'est le cas de Manuel Valls, vous l'avez abordé. D'ailleurs, regardez ce tweet quand Manuel Valls écoute les autres candidats avec De Funès en images, ce qui montre un petit peu
l'embarras. C'était plutôt Nicolas Sarkozy lors des débats à droite. Je pense que ça a été utilisé aussi, oui. Et puis je pense que la vidéo a été utilisée aussi pour Nicolas Sarkozy. Toutefois, la question donc de résumer en un mot le quinquennat de François Hollande a posé beaucoup de problèmes. Et ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est que Slate relève que finalement, ceux qui ont le moins l'esprit de synthèse, ce sont les anciens ministres qui ont participé au gouvernement, au gouvernement et qui ont travaillé auprès de François Hollande, qu'on surnomme, je le rappelle, l'homme de la synthèse. J'ai fait un petit calcul donc, avec l'article de Slate. Donc, le plus long, c'était Arnaud Montebourg, 3 phrases. C'est un bilan difficile à défendre, mais qui contient des avancées, la COP21, le mariage pour tous, etc. Donc, 3 phrases. Je ne vais pas tout vous lire parce que ma chronique ne doit durer que 3 minutes 30, donc sinon ça va prendre trop de temps. Vous avez aussi donc Benoît Hamon qui a fait 2 phrases et demie. Ensuite, vous avez la phrase de Sylvia Pinel, 1 phrase et demie. Ensuite vient Manuel Valls avec 1 phrase. Et puis finalement, les plus concis, les plus courts, les plus synthétiques, ce sont François de Rugy. C'est un bilan contrasté en demi-teinte. Et puis Jean-Luc Benamias, il a fait mieux que tout le monde avec son peut mieux faire. Voilà. Donc c'est à peu près le résumé que fait Slate concernant cette question. Vous avez d'ailleurs les candidats les moins connus qui ont fait l'objet de plus de recherches sur Google. C'est un article qui relève que finalement, c'est les moins connus qui vont avoir le plus de tribunes sur Internet. Et puis, vous avez aussi d'autres analystes, ceux qui considèrent que Jean-Luc Benamias est finalement le copé de la primaire de la gauche. Il sait qu'il n'a aucune chance, il crie et fait le spectacle. Donc voilà, ça c'est aussi une analyse. Vous avez des twittos qui critiquent aussi pas mal. Des vendeurs de tapis, ça propose tout et rien, un tour de bras à coup de je veux, je ferai. Et puis cet autre twitto qui critique drôle de guignol, qui parle comme si la gauche n'avait pas eu tous les pouvoirs pendant des années. Et puis vous avez aussi le tweet de Laurent Bazin, surréaliste, ce quart d'heure passé sur le revenu universel qui ne sera jamais mis en place. Voilà, ça c'est un tweet un peu plus profond. Il y a aussi des dessins, on en a vu un tout à l'heure avec vous, Laure, les 3 mousquetaires, donc Alexandre Dumas, mais certains ont d'autres références. Regardez par exemple cette twitto qui compare les candidats aux Worlds Apart. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du boys band, voilà, chacun ses références. Et puis vous avez aussi le grand absent de la primaire, François Hollande. Pendant ce temps, François Hollande, il lui aussi a fait ses adieux en annonçant qu'il ne se présenterait pas, mais on parle beaucoup plus, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, des adieux de Barack Obama, et on en reparlera tout à l'heure dans nos prochaines chroniques, puisque je n'ai plus le temps de... Merci beaucoup, même on vous retrouve, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci à tous d'avoir participé à la semaine dans le monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite, enfin pas moi, mais en tout cas vous allez retrouver France 24 dans un instant, la suite de l'actualité. C'est dans un instant.